Les travailleurs de la mer par Victor Hugo. Partie 6 du livre audio. Livre 6e. Le timonier ivre et le capitaine sobre. Chapitre 1. Les rochers Douvres. À 5 lieues environ en pleine mer, au sud de Guernesey, vis-à-vis la pointe de Plainmont, entre les îles de la Manche et Saint-Malo, il y a un groupe d'écueils appelés les rochers Douvres. Ce lieu est funeste. Cette dénomination, Douvres, Dover, appartient à beaucoup d'écueils et de falaises. Il y a notamment près des côtes du Nord une roche Douvres sur laquelle on construit un phare en ce moment, écueil dangereux, mais qu'il ne faut point confondre avec celui-ci. Le point de France le plus proche du rocher Douvres est le cap Bréant. Le rocher Douvres est un peu plus loin de la côte de France que de la première île de l'archipel normand. La distance de cet écueil à Jersey se mesure à peu près par la grande diagonale de Jersey. Si l'île de Jersey tournait sur la Corbière comme sur un gond, la pointe Sainte-Catherine irait presque frapper les Douvres. C'est encore là un éloignement de plus de 4 lieues. Dans ces mers de la civilisation, les roches les plus sauvages sont rarement désertes. On rencontre des contrebandiers à Agot, des douaniers à Binic, des Celtes à Bréa, des cultivateurs d'huîtres à Cancale, des chasseurs de lapins à Cézembre, l'île de César, des ramasseurs de crabes à Bérécou, des pêcheurs au chalut au Minquier, des pêcheurs à la trouble à Écréoux. Au rocher Douvres, personne. Les oiseaux de mer sont là chez eux. Pas de rencontre plus redoutée. Les casquets où s'est, dit-on, perdu la blanche nef, le banc du Calvados, les aiguilles de l'île de White, la Ronesse qui fait la côte de Beaulieu si dangereuse, le bas-fond de Préel qui étrangle l'entrée de Merkel et qui force de ranger à 20 brasses la balise peinte en rouge, les approches traîtres d'Étable et de Plouat, les 2 druides de granit du sud de Guernesey, le vieux Anderlot et le petit Anderlot, la Corbière, les Hanois, fil de rat, recommandés à la frayeur par ce proverbe. Si jamais tu passes le rat, si tu ne meurs, tu trembleras. Les mortes femmes, le passage de la boue et de la frouquie, la déroute entre Guernesey et Jersey, la Ardent entre les Minquiers et Chauzet, le mauvais cheval entre Boulay-Bay et Barneville, sont moins malfamés. Il faudrait mieux affronter tous ces écueils l'un après l'autre que le rocher Douvres une seule fois. Sur toute cette périlleuse mer de la Manche, qui est la mer Égée de l'Occident, le rocher Douvres n'a d'égal en terreur que l'écueil Pater Noster entre Guernesey et Sercq. Et encore, de Pater Noster, on peut faire un signal. Une détresse là peut être secourue. On voit au nord la pointe d'Icare ou d'Icare, et au sud Gros-Nez. Du rocher Douvres, on ne voit rien. La rafale, l'eau, la nuée, l'illimité, l'inhabité. Nul ne passe au rocher Douvres qu'égaré. Les granites sont d'une stature brutale et hideuse. Partout l'escarpement, l'inhospitalité sévère de l'abîme. C'est la haute mer, l'eau y est très profonde. Un écueil absolument isolé, comme le rocher Douvres, attire et abrite les bêtes qui ont besoin de l'éloignement des hommes. C'est une sorte de vaste madrépore sous-marin. C'est un labyrinthe noyé. Il y a là, à une profondeur où les plongeurs atteignent difficilement, des antres, des caves, des repères, des entrecroisements de rues ténébreuses. Les espèces monstrueuses y pullulent. On s'entre-dévore. Les crabes mangent les poissons et sont eux-mêmes mangés. Des formes épouvantables, faites pour n'être pas vues par l'œil humain, errent dans cette obscurité, vivantes. De vagues linéaments de gueules, d'antennes, de tentacules, de nageoires, d'ailerons, de mâchoires ouvertes, d'écailles, de griffes, de pinces,
y flottent, y tremblent, y grossissent, s'y décomposent et s'y effacent dans la transparence sinistre. D'effroyables essaims nageants rôdent, faisant ce qu'ils ont à faire. C'est une ruche d'hydres. L'horrible est là, idéal. Figurez-vous, si vous pouvez, un fourmillement d'holothurie. Voir le dedans de la mer, c'est voir l'imagination de l'inconnu. C'est la voir du côté terrible. Le gouffre est analogue à la nuit. Là aussi, il y a sommeil, apparent du moins, de la conscience de la création. Là s'accomplissent en pleine sécurité les crimes de l'irresponsable. Là, dans une paix affreuse, les ébauches de la vie, presque fantômes, tout à fait démons, vaquent aux farouches occupations de l'ombre. Il y a 40 ans, 2 roches d'une forme extraordinaire signalaient de loin l'écueil d'Ouvre aux passants de l'océan. C'étaient 2 pointes verticales, aiguës et recourbées, se touchant presque par le sommet. On croyait voir sortir de la mer les 2 défenses d'un éléphant englouti. Seulement, c'étaient les défenses, hautes comme des tours, d'un éléphant grand comme une montagne. Ces 2 tours naturelles de l'obscure ville des monstres ne laissaient entre elles qu'un étroit passage où se ruait la lame. Ce passage, tortueux et ayant dans sa longueur plusieurs coudes, ressemblait à un tronçon de rue entre 2 murs. On nommait ces roches jumelles les 2 Douvres. Il y avait là la grande Douvre et la petite Douvre. L'une avait 60 pieds de haut, l'autre 40. Le va-et-vient de la vague a fini par donner un trait de scie dans la base de ces tours, et le violent coup d'équinoxe du 26 octobre 1859 en a renversé une. Celle qui reste, la petite, est tronquée et fruste. Un des plus étranges rochers du groupe Douvres s'appelle l'Homme. Celui-là subsiste encore aujourd'hui. Au siècle dernier, des pêcheurs, fourvoyés sur ces brisants, trouvèrent au haut de ce rocher un cadavre. À côté de ce cadavre, il y avait quantité de coquillages vidés. Un homme avait naufragé à ce roc, s'y était réfugié, y avait vécu quelque temps de coquillages, et y était mort. De là ce nom, l'Homme. Les solitudes d'eau sont lugubres. C'est le tumulte et le silence. Ce qui se fait là ne regarde plus le genre humain. C'est de l'utilité inconnue. Tel est l'isolement du rocher d'Ouvre. Tout autour, à perte de vue, l'immense tourment des flots. Chapitre 2. Du cognac inespéré. Le vendredi matin, lendemain du départ de Tamaulipas, la Durande partit pour Guernesey. Elle quitta Saint-Malo à 9 heures. Le temps était clair, pas de brume. Le vieux capitaine Gertrais Gaboureau parut avoir radoté. Les préoccupations de sieur Clubin lui avaient décidément fait à peu près manquer son chargement. Il n'avait embarqué que quelques colis d'articles de Paris pour les boutiques de fancy de Saint-Pierre-Port, 3 caisses pour l'hôpital de Guernesey, l'une de savon jaune, l'autre de chandelle à la baguette, et la 3e de cuir de semelle français et de cordouan choisi. Il rapportait de son précédent chargement une caisse de sucre crushed et 3 caisses de thé Conjou que la douane française n'avait pas voulu admettre. Sieur Clubin avait embarqué peu de bétail, quelques bœufs seulement. Ces bœufs étaient dans la cale assez négligemment arrimés. Il y avait à bord 6 passagers, un guernesiais, 2 malouins marchands de bestiaux, un touriste, comme on disait déjà à cette époque, un Parisien demi-bourgeois, probablement touriste du commerce, et un Américain voyageant pour distribuer des bibles. La Durande, sans compter Clubin, le capitaine, portait 7 hommes d'équipage, un timonier, un matelot charbonnier, un matelot charpentier, un cuisinier, manœuvrier au besoin, 2 chauffeurs et un mousse. L'un des 2 chauffeurs était en même temps mécanicien. Ce chauffeur mécanicien, très brave et très intelligent, nègre hollandais, évadé des sucreries de Suriname,
s'appelait Ibrancam. Le nègre Ibrancam comprenait et servait admirablement la machine. Dans les premiers temps, il n'avait pas peu contribué, apparaissant tout noir dans sa fournaise, à donner un air diabolique à la Durande. Le timonier, jerseyais de naissance et cotentin d'origine, se nommait Tangrouille. Tangrouille était d'une haute noblesse. Ceci était vrai à la lettre. Les îles de la Manche sont, comme l'Angleterre, un pays hiérarchique. Il y existe encore des castes. Les castes ont leurs idées, qui sont leur défense. Ces idées des castes sont partout les mêmes, dans l'Inde comme en Allemagne. La noblesse se conquiert par l'épée et se perd par le travail. Elle se conserve par l'oisiveté. Ne rien faire, c'est vivre noblement. Quiconque ne travaille pas est honoré. Un métier fait déchoir. En France, autrefois, il n'y avait d'exception que pour les verriers. Vider les bouteilles était un peu la gloire des gentilshommes. Faire des bouteilles ne leur était point déshonneur. Dans l'archipel de la Manche, ainsi que dans la Grande-Bretagne, qui veut rester noble doit rester riche. Un workman ne peut être un gentleman. L'utilité, il ne l'est plus. Tel matelot descend des chevaliers bannerets et n'est qu'un matelot. Il y a 30 ans, à Aurigny, un gorge authentique qui aurait eu des droits à la seigneurie de Gorge, confisquée par Philippe Auguste, ramassait du varech pieds nus dans la mer. Un Carteret est charretier à Sercq. Il existe à Jersey un drapier et à Guernesey un cordonnier nommé Gruchy, qui se déclare Grouchy et cousin du maréchal de Waterloo. Les anciens pouillés de l'évêché de Coutances font mention d'une seigneurie de Tangroville, parente évidente de Tancarville, sur la basse Seine, qui est Montmorency. Au XVe siècle, Johann de Héroudeville, archer et étoffe du sire de Tangroville, portait derrière lui son corset et ses autres harnois. En mai 1371, à Pont-en-Rçon, à la montre de Bertrand du Guesclin, Monsieur de Tangroville a fait son devoir comme chevalier bachelor. Dans les îles normandes, si la misère survient, on est vite éliminé de la noblesse. Un changement de prononciation suffit. Tangroville devient Tangrouille, et tout est dit. C'est ce qui était arrivé au timonier de la Durande. Il y a à Saint-Pierre-Port, au bordage, un marchand de ferraille appelé Ingrouille, qui est probablement un Ingroville. Sous Louis le Gros, les Ingrouville possédaient 3 paroisses dans l'élection de Valognes. Un abbé Trigan a fait l'histoire ecclésiastique de Normandie. Ce chroniqueur Trigan était curé de la seigneurie de Digoville. Le sire de Digoville, s'il était tombé en roture, se nommerait Digouille. Tangrouille, ce Tancarville probable et ce Montmorency possible, avait cette antique qualité de gentilhomme, défaut grave pour un timonier. Il s'enivrait. Sieur Clubin s'était obstiné à le garder. Il en avait répondu à mess Lethierry. Le timonier Tangrouille ne quittait jamais le navire et couchait à bord. La veille du départ, quand sieur Clubin était venu, à une heure assez avancée de la soirée, faire la visite du bâtiment, Tangrouille était dans son branle et dormait. Dans la nuit, Tangrouille s'était réveillé. C'était son habitude nocturne. Tout ivrogne qui n'est pas son maître à sa cachette, Tangrouille avait la sienne, qu'il nommait sa cambuse. La cambuse secrète de Tangrouille était dans la cale à l'eau. Il l'avait mise là pour la rendre invraisemblable. Il croyait être sûr que cette cachette n'était connue que de lui seul. Le capitaine Clubin, étant sobre, était sévère. Le peu de rhum et de gin que le timonier pouvait dérober au guet vigilant du capitaine, il le tenait en réserve dans ce coin mystérieux de la cale à l'eau, au fond d'une baille de sonde, et presque toutes les nuits, il avait un rendez-vous amoureux avec cette cambuse. La surveillance était rigoureuse, l'orgie était pauvre, et d'ordinaire,
les excès nocturnes de Tangrouille se bornaient à 2 ou 3 gorgées, avalées furtivement. Parfois même la cambuse était vide. Cette nuit-là, Tangrouille y avait trouvé une bouteille d'eau-de-vie inattendue. Sa joie avait été grande, et sa stupeur plus grande encore. De quel ciel lui tombait cette bouteille? Il n'avait pu se rappeler quand ni comment il l'avait apportée dans le navire. Il l'avait bu immédiatement, un peu par prudence, de peur que cette eau-de-vie ne fût découverte et saisie. Il avait jeté la bouteille à la mer. Le lendemain, quand il prit la barre, Tangrouille avait une certaine oscillation. Il gouverna pourtant à peu près comme d'ordinaire. Quant à Clubin, il était, on le sait, revenu coucher à l'auberge Jean. Clubin portait toujours sous sa chemise une ceinture de voyage en cuir où il gardait un en-cas d'une 20aine de guinées et qu'il ne quittait que la nuit. Dans l'intérieur de cette ceinture, il y avait son nom, Sieur Clubin, écrit par lui-même sur le cuir brut à l'encre grasse, lithographique, qui est indélébile. En se levant, avant de partir, il avait mis dans cette ceinture la boîte de fer contenant les 75 000 francs en banknotes, puis il s'était, comme d'habitude, bouclé la ceinture autour du corps. Chapitre 3. Propos interrompus. Le départ se fit allègrement. Les voyageurs, sitôt leurs valises et leurs porte-manteaux installés sur et sous les bancs, passèrent cette revue du bateau à laquelle on ne manque jamais et qui semble obligatoire tant elle est habituelle. 2 des passagers, le touriste et le Parisien, n'avaient jamais vu de bateau à vapeur, et, dès les premiers tours de roue, ils admirèrent l'écume. Puis ils admirèrent la fumée. Ils examinèrent pièce à pièce, et presque brin à brin, sur le pont et dans l'entrepont, tous ces appareils maritimes, d'anneaux, de crampons, de crochets, de boulons, qui, à force de précision et d'ajustement, sont une sorte de colossale bijouterie. Bijouterie de fer, dorée avec de la rouille par la tempête. Ils firent le tour du petit canon d'alarme amarré sur le pont. À la chaîne, comme un chien de garde, observa le touriste. Et couvert d'une blouse de toile goudronnée pour l'empêcher de s'enrhumer, ajouta le Parisien. En s'éloignant de terre, on échangea les observations d'usage sur la perspective de Saint-Malo. Un passager émit l'axiome que les approches de mer trompent et qu'à une lieue de la côte, rien ne ressemble à Ostende comme Dunkerque. On compléta ce qu'il y avait à dire sur Dunkerque par cette observation que ces 2 navires Vigie peints en rouge s'appellent l'un Ruitingen et l'autre Mardik. Saint-Malo s'amincit au loin, puis s'effaça. L'aspect de la mer était le vaste calme. Le sillage faisait dans l'océan derrière le navire une longue rue frangée d'écume qui se prolongeait presque sans torsion à perte de vue. Guernesey est au milieu d'une ligne droite qu'on tirerait de Saint-Malo en France à Exeter en Angleterre. La ligne droite en mer n'est pas toujours la ligne logique. Pourtant, les bateaux à vapeur ont, jusqu'à un certain point, le pouvoir de suivre la ligne droite refusée aux bateaux à voile. La mer, compliquée du vent, est un composé de forces. Un navire est un composé de machines. Les forces sont des machines infinies. Les machines sont des forces limitées. C'est entre ces 2 organismes, l'un inépuisable, l'autre intelligent, que s'engage ce combat qu'on appelle la navigation. Une volonté dans un mécanisme fait contrepoids à l'infini. L'infini, lui aussi, contient un mécanisme. Les éléments savent ce qu'ils font et où ils vont. Aucune force n'est aveugle. L'homme doit épier les forces et tâcher de découvrir leur itinéraire. En attendant que la loi soit trouvée, la lutte continue. Et dans cette lutte, la navigation à la vapeur est une sorte de victoire perpétuelle que le génie humain remporte à toute heure du jour sur tous les points de la mer. La navigation à la vapeur a cela d'admirable qu'elle discipline le navire. Elle diminue l'obéissance au vent et augmente l'obéissance à l'homme. Jamais la Durande n'avait mieux travaillé en mer que ce jour-là. Elle se comportait merveilleusement.
Vers 11 heures, par une fraîche brise de nord-nord-ouest, la Durande se trouvait au large des Minquiers, donnant peu de vapeur, naviguant à l'ouest, tribord Amur et au plus près du vent. Le temps était toujours clair et beau. Cependant, les chalutiers rentraient. Peu à peu, comme si chacun songeait à regagner le port, la mer se nettoyait de navires. On ne pouvait dire que la Durande tint tout à fait sa route accoutumée. L'équipage n'avait aucune préoccupation. La confiance dans le capitaine était absolue. Toutefois, peut-être par la faute du timonier, il y avait quelques déviations. La Durande paraissait plutôt aller vers Jersey que vers Guernesey. Un peu après 11 heures, le capitaine rectifia la direction et l'on mit franchement le cap sur Guernesey. Ce ne fut qu'un peu de temps perdu. Dans les jours courts, le temps perdu a ses inconvénients. Il faisait un beau soleil de février. Tangrouille, dans l'état où il était, n'avait plus le pied très sûr, ni le bras très ferme. Il en résultait que le brave timonier embardait souvent, ce qui ralentissait la marche. Le vent était à peu près tombé. Le passager guernesiais, qui tenait à la main une longue-vue, la braquait de temps en temps sur un petit flocon de brume grisâtre, lentement charrié par le vent à l'extrême horizon à l'ouest, et qui ressemblait à une ouate où il y aurait de la poussière. Le capitaine Clubin avait son austère mine puritaine ordinaire. Il paraissait redoubler d'attention. Tout était paisible et presque riant à bord de la Durande. Les passagers causaient. En fermant les yeux dans une traversée, on peut juger de l'état de la mer par le trémolo des conversations. La pleine liberté d'esprit des passagers répond à la parfaite tranquillité de l'eau. Il est impossible, par exemple, qu'une conversation telle que celle-ci ait lieu autrement que par une mer très calme. « Monsieur, voyez donc cette jolie mouche verte et rouge. »« Elle s'est égarée en mer et se repose sur le navire. »« Une mouche se fatigue peu. »« Au fait, c'est si léger. » Levant la porte. « Monsieur, on a pesé une once de mouches, puis on les a comptées, et l'on en a trouvé 6268. » Le guernesiais, à la longue-vue, avait abordé les malouins marchands de bœufs, et leur parlage était quelque chose en ce genre. Le bœuf d'Aubrac a le torse rond et trapu, les jambes courtes, le pelage fauve. Il est lent au travail à cause de la brièveté des jambes. Sous ce rapport, le salaire se vaut mieux que l'Aubrac. Monsieur, j'ai vu 2 beaux bœufs dans ma vie. Le premier avait les jambes basses, l'avant épais, la culotte pleine, les hanches larges, une bonne longueur de la nuque à la croupe, et une bonne hauteur au garrot, les maniements riches, la peau facile à détacher. Le second offrait tous les signes d'un engraissement judicieux. Torse ramassé, encolure forte, jambes légères, robe blanche et rouge, culotte retombante. Ça, c'est la race Contentine. Oui, mais ayant eu quelque rapport avec le taureau Angus ou le taureau Suffolk. Monsieur, vous me croirez si vous voulez, dans le Midi, il y a des concours d'ânes. D'ânes ? D'ânes, comme j'ai l'honneur. Et ce sont les laids qui sont les beaux. Alors, c'est comme les mulassières, ce sont les laides qui sont les bonnes. Justement, la jument poitevine, gros ventre, grosses jambes. La meilleure mulassière connue, c'est une barrique sur 4 poteaux. La beauté des bêtes n'est pas la même que la beauté des hommes. Et surtout des femmes. C'est juste. Moi, je tiens à ce qu'une femme soit jolie. Moi, je tiens à ce qu'elle soit bien mise. Oui, nette, propre, tirée à 4 épingles, astiquée. L'air tout neuf, une jeune fille, ça doit toujours sortir de chez le bijoutier. Je reviens à mes bœufs. J'ai vu vendre ces 2 bœufs au marché de Thouars. Le marché de Thouars, je le connais. Les Bonneaux de La Rochelle et les Babus, les marchands de blé de Marans, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, devaient venir à ce marché-là. Le touriste et le Parisien causaient avec l'Américain des Bibles. La conversation, là aussi, était au beau fixe. « Monsieur, disait le touriste, voici quel est le tonnage flottant du monde civilisé. France, 716 000 tonneaux. Allemagne, 1 million. États-Unis, 5 millions. Angleterre, 5 500 000. Ajoutez le contingent des petits pavillons,
Total, 12 904 000 tonneaux distribués dans 145 000 navires épars sur l'eau du globe. L'Américain interrompit. « Monsieur, ce sont les États-Unis qui ont 5 500 000. » « J'y consens, dit le touriste. « Vous êtes Américain ? » ?»« Oui, monsieur. »« J'y consens encore. » Il y eut un silence. L'Américain missionnaire se demanda si c'était le cas d'offrir une Bible. « Monsieur, repartit le touriste, est-il vrai que vous ayez le goût des sobriquets en Amérique au point d'en affubler tous vos gens célèbres et que vous appeliez votre fameux banquier missourien Thomas Benton, le vieux lingot, de même que nous nommons Zachary Taylor le vieux Zach, et le général Harrison le vieux type, n'est-ce pas, et le général Jackson le vieil Hickory? Parce que Jackson est dur comme le bois Hickory, et parce que Harrison a battu les peaux-rouges à type canoë. C'est une mode byzantine que vous avez là. C'est notre mode. Nous appelons Van Buren le petit sorcier, Seward, qui a fait faire les petites coupures des billets de banque, Billy le petit, et Douglas, le sénateur démocrate de l'Illinois, qui a 4 pieds de haut et une grande éloquence, le petit géant. Vous pouvez aller du Texas au Maine, vous ne rencontrerez personne qui dise ce nom, Cass, on dit le grand Michigantier, ni ce nom Clay, on dit le garçon de moulin à la balafre. Clay est fils d'un meunier. J'aimerais mieux dire Clay ou Cass, observa le Parisien. C'est plus court. Hein. Vous manqueriez d'usage du monde. Nous nommons Corwin, qui est secrétaire de la trésorerie, le garçon de charrette. Daniel Webster est Dan le Noir. Quant à Neefid Scott, comme sa première pensée, après avoir battu les Anglais à Shipway, a été de se mettre à table, nous l'appelons « vite une assiette de soupe ». Le flocon de brume apparu dans le lointain avait grandi. Il occupait maintenant, sur l'horizon, un segment d'environ 15 degrés. On eût dit un nuage se traînant sur l'eau, faute de vent. Il n'y avait presque plus de brise, la mer était plate. Quoiqu'il ne fût pas midi, le soleil pâlissait. Il éclairait, mais ne chauffait plus. « Je crois, dit le touriste, que le temps va changer. »« Nous aurons peut-être de la pluie, dit le Parisien. »« Ou du brouillard, reprit l'Américain. »« Monsieur, repartit le touriste, en Italie, c'est à Molfetta qu'il tombe le moins de pluie, et à Tolmezzo qu'il en tombe le plus. » À midi, selon l'usage de l'archipel, on sonna la cloche pour dîner. Dîna qui voulut. Quelques passagers portaient avec eux leurs encas et mangèrent gaiement sur le pont. Clubin ne dîna point. Tout en mangeant, les conversations allaient leur train. Le guernesiais, ayant le flair des Bibles, s'était rapproché de l'Américain. L'Américain lui dit « Vous connaissez cette mer-ci ?»« Sans doute, j'en suis. »« Et moi aussi, » dit l'un des malouins. Le guernesiais adhéra d'un salut et reprit. « À présent, nous sommes au large, mais je n'aurais pas aimé avoir du brouillard quand nous étions devers les Minquiers. » L'Américain dit au malouin. « Les insulaires sont plus de la mer que les côtiers. »« C'est vrai, nous autres gens de la côte, nous n'avons que le demi-bain. »« Qu'est-ce que c'est que ça, les Minquiers ?» continua l'Américain. Le malouin répondit. « C'est des cailloux très mauvais. »« Il y a aussi les grelets, » fit le guernesiais. « Parbleu, » répliqua le malouin. « Et les choix, » ajouta le guernesiais. Le malouin éclata de rire. « À ce compte-là, dit-il, il y a aussi les sauvages. »« Et les moines, » observa le guernesiais. « Et le canard, » s'écria le malouin. « Monsieur, » repartit le guernesiais poliment, « vous avez réponse à tout. »« Malouin, malin. » Cette réponse faite, le malouin cligna de l'œil. Le touriste interposa une question. « Est-ce que nous avons à traverser toute cette rocaille ?»« Point, nous l'avons laissée au sud-sud-est. »« Elle est derrière nous. » Et le guernesiais poursuivit. « Tant gros rochers que menus, les grelets ont 57 pointes. »« Et les Minquiers 48, » dit le malouin. Ici le dialogue se concentra entre le malouin et le guernesiais. « Il me semble, monsieur de Saint-Malo, qu'il y a 3 rochers que vous ne comptez pas. »« Je compte tout. »
De l'adhérer au maître île? Oui. Et les maisons? Qui sont 7 rochers au milieu des Minquiers? Oui. Je vois que vous connaissez les pierres. Si on ne connaissait pas les pierres, on ne serait pas de Saint-Malo. Ça fait plaisir d'entendre les raisonnements des Français. Le Malouin salua à son tour et dit: Les sauvages sont 3 rochers. Et les moines 2. Et le canard 1. Le canard, ça dit un seul. Non, car la Suarde, c'est 4 rochers. Qu'appelez-vous la Suarde? Demanda le Guernesiais. Nous appelons la Suarde ce que vous appelez les choix. Il ne fait pas bon passer entre les choix et le canard. Ce n'est possible qu'aux oiseaux. Et aux poissons? Pas trop. Dans les gros temps, ils se cognent au mur. Il y a du sable dans les Minquiers. Autour des maisons, c'est 8 rochers qu'on voit de Jersey. De la grève d'Azette, c'est juste. Pas 8, 7. À mer retirée, on peut se promener dans les Minquiers. Sans doute, il y a de la découverte. Et les Dirouilles? Les Dirouilles n'ont rien de commun avec les Minquiers. Je veux dire que c'est dangereux. C'est du côté de Granville. On voit que, comme nous, vous, gens de Saint-Malo, vous avez amour de naviguer dans ces mers. Oui, répondit le Malouin, avec cette différence que nous disons « nous avons habitude » et que vous dites « nous avons amour ». Vous êtes de bons marins. Je suis marchand de bœufs. Qui donc était de Saint-Malo, déjà? Surcouf. Un autre? Duguay-Trouin. Ici, le voyageur du commerce parisien intervint. Duguay-Trouin? Il fut pris par les Anglais. Il était aussi aimable que brave. Il sut plaire à une jeune Anglaise. Ce fut elle qui brisa ses fers. En ce moment, une voix tonnante cria « Tu es ivre !» Chapitre 4. Où se déroulent toutes les qualités du capitaine Clubin. Tous se retournèrent. C'était le capitaine qui interpellait le timonier. Sieur Clubin ne tutoyait personne. Pour qu'il jetât au timonier Tangrouille une telle apostrophe, il fallait que Clubin fût fort en colère, ou voulût fort le paraître. Un éclat de colère à propos dégage la responsabilité, et quelquefois la transpose. Le capitaine, debout sur le pont de commandement entre les 2 tambours, regardait fixement le timonier. Il répéta entre ses dents « Ivrogne !» L'honnête Tangrouille baissa la tête. Le brouillard s'était développé. Il occupait maintenant près de la moitié de l'horizon. Il avançait dans tous les sens à la fois. Il y a dans le brouillard quelque chose de la goutte d'huile. Cette brume s'élargissait insensiblement. Le vent la poussait sans hâte et sans bruit. Elle prenait peu à peu possession de l'océan. Elle venait du nord-ouest et le navire l'avait devant sa proue. C'était comme une vaste falaise mouvante et vague. Elle se coupait sur la mer comme une muraille. Il y avait un point précis où l'eau immense entrait sous le brouillard et disparaissait. Ce point d'entrée dans le brouillard était encore à une demi-lieue environ. Si le vent changeait, on pouvait éviter l'immersion dans la brume. Mais il fallait qu'il changeât tout de suite. La demi-lieue d'intervalle se comblait et décroissait à vue d'œil. La Durande marchait, le brouillard marchait aussi. Il venait au navire et le navire allait à lui. Clubin commanda d'augmenter la vapeur et d'obliquer à l'est. On côtoya ainsi quelque temps le brouillard, mais il avançait toujours. Le navire, pourtant, était encore en plein soleil. Le temps se perdait dans ces manœuvres qui pouvaient difficilement réussir. La nuit vient vite en février. Le Guernesiais considérait cette brume. Il dit au Malouin que c'est un hardi brouillard. Une vraie malpropreté sur la mer, observa l'un des Malouins. L'autre Malouin ajouta voilà qui gâte une traversée. Le Guernesiais s'approcha de Clubin. Capitaine Clubin, j'ai peur que nous ne soyons gagnés par le brouillard. Clubin répondit je voulais rester à Saint-Malo, mais on m'a conseillé de partir. Qui ça? Des anciens. Au fait, reprit le Guernesiais, vous avez eu raison de partir. Qui sait s'il n'y aura pas tempête demain? Dans cette saison, on peut attendre pour du pire. Quelques minutes après, la Durande entrait dans le banc de brume.
Ce fut un instant singulier. Tout à coup, ceux qui étaient à l'arrière ne virent plus ceux qui étaient à l'avant. Une molle cloison grise coupa en deux le bateau. Puis le navire entier plongea sous la brume. Le soleil ne fut plus qu'une espèce de grosse lune. Brusquement, tout le monde grelotta. Les passagers endossèrent leurs pardessus et les matelots leurs suroîts. La mer, presque sans un pli, avait la froide menace de la tranquillité. Il semble qu'il y ait un sous-entendu dans cet excès de calme. Tout était blafard et blême. La cheminée noire et la fumée noire luttaient contre cette lividité qui enveloppait le navire. La dérivation à l'est était sans but désormais. Le capitaine remit le cap sur Guernesey et augmenta la vapeur. Le passager guernesiais rôdant autour de la chambre à feu entendit le nègre Imbrancam qui parlait au chauffeur, son camarade. Le passager prêta l'oreille. Le nègre disait « Ce matin, dans le soleil, nous allions lentement. À présent, dans le brouillard, nous allons vite. » Le guernesiais revint vers sieur Clubin. « Capitaine Clubin, il n'y a pas de soin. Pourtant, ne donnons-nous pas trop de vapeur ?»« Que voulez-vous, monsieur ? Il faut bien regagner le temps perdu par la faute de cet ivrogne de timonier. »« C'est vrai, capitaine Clubin. » Et Clubin ajouta « Je me dépêche d'arriver. C'est assez du brouillard, ce serait trop de la nuit. » Le guernesiais rejoignit les Malousins et leur dit « Nous avons un excellent capitaine. » Par intervalles de grandes lames de brume qu'on eût dit cardées survenaient pesamment et cachaient le soleil. Ensuite, il reparaissait plus pâle et comme malade. Le peu qu'on entrevoyait du ciel ressemblait aux bandes d'air sale et taché d'huile d'un vieux décor de théâtre. La Durande passa à proximité d'un coutre qui avait jeté l'ancre par prudence. C'était le Chiltil de Guernesey. Le patron du coutre remarqua la vitesse de la Durande. Il lui sembla aussi qu'elle n'était pas dans la route exacte. Il lui parut trop appuyé à l'ouest. Ce navire à toute vapeur dans le brouillard l'étonna. Vers 2 heures, la brume était si épaisse que le capitaine dut quitter la passerelle et se rapprocher du timonier. Le soleil s'était évanoui, tout était brouillard. Il y avait sur la Durande une sorte d'obscurité blanche. On naviguait dans de la pâleur diffuse. On ne voyait plus le ciel et on ne voyait plus la mer. Il n'y avait plus de vent. Le bidon à térébenthine suspendu à un anneau sous la passerelle des tambours n'avait pas même une oscillation. Les passagers étaient devenus silencieux. Toutefois, le Parisien, entre ses dents, fredonnait la chanson de Béranger. Un jour, le bon Dieu s'éveillant. Un des Malouins lui adressa la parole. « Monsieur vient de Paris ?»« Oui, monsieur. » Il mit la tête à la fenêtre. « Qu'est-ce qu'on fait à Paris ?»« Leur planète a péri peut-être. »« Monsieur, à Paris tout marche de travers. »« Alors c'est sur terre comme sur mer. »« C'est vrai que nous avons là un fichu brouillard. »« Et qui peut faire des malheurs ?» Le Parisien s'écria. « Mais pourquoi ça, des malheurs ? À propos de quoi, des malheurs ? À quoi ça sert-il, des malheurs ? C'est comme l'incendie de l'Odéon. Voilà des familles sur la paille. Est-ce que c'est juste ? Tenez, monsieur, je ne connais pas votre religion, mais moi, je ne suis pas content. »« Ni moi, » fit le Malouin. « Tout ce qui se passe ici-bas, » reprit le Parisien, « fait l'effet d'une chose qui se détraque. J'ai dans l'idée que le bon Dieu n'y est pas. » Le Malouin se gratta le haut de la tête comme quelqu'un qui cherche à comprendre. Le Parisien continua. « Le bon Dieu est absent. On devrait rendre un décret pour forcer Dieu à résidence. Il est à sa maison de campagne et ne s'occupe pas de nous. Aussi tout va de guingois. Il est évident, mon cher monsieur, que le bon Dieu n'est plus dans le gouvernement, qu'il est en vacances, et que c'est le vicaire, quelque ange séminariste, quelque crétin avec des ailes de moineau, qui mène les affaires. » Moineau fut articulé moignot, prononciation de gamin faubourien. Le capitaine Clubin, qui s'était approché des 2 causeurs, posa sa main sur l'épaule du Parisien. « Chut !» dit-il. « Monsieur, prenez garde à vos paroles. Nous sommes en mer. »
Personne ne dit plus mot. Au bout de 5 minutes, le guernesiais, qui avait tout entendu, murmura à l'oreille du malouin. « Et un capitaine religieux !» Il ne pleuvait pas, et l'on se sentait mouillé. On ne se rendait compte du chemin qu'on faisait que par une augmentation de malaise. Il semblait qu'on entrât dans de la tristesse. Le brouillard fait le silence sur l'océan. Il assoupit la vague et étouffe le vent. Dans ce silence, le râle de la Durande avait on ne sait quoi d'inquiet et de plaintif. On ne rencontrait plus de navires. Si, au loin, soit du côté de Guernesey, soit du côté de Saint-Malo, quelques bâtiments étaient en mer hors du brouillard, pour eux, la Durande, submergée dans la brume, n'était pas visible, et sa longue fumée, rattachée à rien, leur faisait l'effet d'une comète noire dans un ciel blanc. Tout à coup, Clubin cria « Fais chien ! Tu viens de donner un faux coup, tu vas nous faire des avaries, tu mériterais d'être mis au fer, va-t'en, ivrogne !» Et il prit la barre. Le timonier, humilié, se réfugia dans les manœuvres de l'avant. Le guernesiais dit « Nous voilà sauvés !» La marche continua, rapide. Vers 3 heures, le dessous de la brume commença à se soulever et l'on revit de la mer. « Je n'aime pas ça, » dit le guernesiais. La brume, en effet, ne peut être soulevée que par le soleil ou par le vent. Par le soleil, c'est bon. Par le vent, c'est moins bon. Or, il était trop tard pour le soleil. À 3 heures, en février, le soleil faiblit. Une reprise de vent, à ce point critique de la journée, est peu désirable. C'est souvent une annonce d'ouragan. Du reste, s'il y avait de la brise, on la sentait à peine. Clubin, l'œil sur l'habitacle, tenant la barre et gouvernant, mâchait entre ses dents des paroles comme celle-ci qui arrivaient jusqu'aux passagers. « Pas de temps à perdre. Cet ivrogne nous a retardés. » Son visage était d'ailleurs absolument sans expression. La mer était moins dormante sous la brume. On y entrevoyait quelques lames. Des lumières glacées flottaient à plat sur l'eau. Ces plaques de lueur sur la vague préoccupent les marins. Elles indiquent des trouées faites par le vent supérieur dans le plafond de brume. La brume se soulevait et retombait plus dense. Parfois, l'opacité était complète. Le navire était pris dans une vraie banquise de brouillard. Par intervalles, ce cercle redoutable s'entr'ouvrait comme une tenaille, laissait voir un peu d'horizon, puis se refermait. Le guernesiais, armé de sa longue-vue, se tenait comme une vedette à l'avant du bâtiment. Une éclaircie se fit, puis s'effaça. Le guernesiais se retourna effaré. « Capitaine Clubin !»« Qu'y a-t-il ? Nous gouvernons droit sur les Hanois. »« Vous vous trompez, » dit Clubin froidement. Le guernesiais insista. « J'en suis sûr. »« Impossible. Je viens d'apercevoir du caillou à l'horizon. »« Où ? Là ? » ?»« C'est le large, impossible. » Et Clubin maintint le cap sur le point indiqué par le passager. Le guernesiais ressaisit sa longue-vue. Un moment après, il accourut à l'arrière. « Capitaine !»« Eh bien, virez de bord. »« Pourquoi ? Je suis sûr d'avoir vu de la roche très liante, et tout près. C'est le grand Hanois. »« Vous aurez vu du brouillard plus épais. »« C'est le grand Hanois. Virez de bord au nom du ciel !» Clubin donna un coup de barre. Chapitre 5. Clubin met le comble à l'admiration. On entendit un craquement. Le déchirement d'un flanc de navire sur un bas-fond en pleine mer est un des bruits les plus lugubres qu'on puisse rêver. La Durande s'arrêta court. Du choc, plusieurs passagers tombèrent et roulèrent sur le pont. Le guernesiais leva les mains au ciel. « Sur les Hanois ! Quand je le disais !» Un long cri éclata sur le navire. « Nous sommes perdus !» La voix de Clubin, sèche et brève, domina le cri. « Personne n'est perdu !» Et silence ! Le torse noir d'un Brankham, nu jusqu'à la ceinture, sortit du carré de la chambre à feu. Le nègre dit avec calme. « Capitaine, l'eau entre. »
La machine va s'éteindre. Le moment fut épouvantable. Le choc avait ressemblé à un suicide. On l'eût fait exprès qu'il n'eût pas été plus terrible. La Durande s'était ruée comme si elle attaquait le rocher. Une pointe de roche était entrée dans le navire comme un clou. Plus d'une toise carrée de vègre avait éclaté, l'étrave était rompue, les lancements fracassés, l'avant effondré, la coque, ouverte, buvait la mer avec un bouillonnement horrible. C'était une plaie par où entrait le naufrage. Le contre-coup avait été si violent qu'il avait brisé à l'arrière les sauvegardes du gouvernail, décelé et battant. On était défoncé par l'écueil, et autour du navire, on ne voyait rien que le brouillard épais et compact, et maintenant presque noir. La nuit arrivait. La Durande plongeait de l'avant. C'était le cheval qui a dans les entrailles le coup de corne du taureau. Elle était morte. L'heure de la demi-remontée se faisait sentir sur la mer. Tangrouille était dégrisé, personne n'est ivre dans un naufrage. Il descendit dans l'entrepont, remonta et dit « Capitaine, l'eau barrotte la cale. Dans 10 minutes, l'eau sera au ras des dallots. » Les passagers couraient sur le pont, éperdus, se tordant les bras, se penchant par-dessus le bord, regardant la machine, faisant tous les mouvements inutiles de la terreur. Le touriste s'était évanoui. Clubin fit signe de la main. On se tut. Il interrogea Imbrancam. « Combien de temps la machine peut-elle travailler encore ?»« 5 ou 6 minutes. » Puis il interrogea le passager guernesiais. « J'étais à la barre. Vous avez observé le rocher. Sur quel banc des Hanois sommes-nous ?»« Sur la Mauve. Tout à l'heure, dans l'éclaircie, j'ai très bien reconnu la Mauve. » Étant sur la Mauve, reprit Clubin, nous avons le grand Hanois à bâbord et le petit Hanois à tribord. Nous sommes à 1 mille de terre. L'équipage et les passagers écoutaient, frémissant d'anxiété et d'attention, l'œil fixé sur le capitaine. Alléger le navire était sans but, et d'ailleurs impossible. Pour vider la cargaison à la mer, il eût fallu ouvrir les sabords et augmenter les chances d'entrée de l'eau. Jeter l'ancre était inutile. On était cloué. D'ailleurs, sur ce fond à faire basculer l'ancre, la chaîne eût probablement sourjoyé. La machine n'étant pas endommagée et restant à la disposition du navire tant que le feu ne serait pas éteint, c'est-à-dire pour quelques minutes encore, on pouvait faire force de roues et de vapeur, reculer et s'arracher de l'écueil. En ce cas, on sombrait immédiatement. Le rocher, jusqu'à un certain point, bouchait l'avarie et gênait le passage de l'eau. Il faisait obstacle. L'ouverture désobstruée, il serait impossible d'aveugler la voie d'eau et de franchir les pompes. Qui retire le poignard d'une plaie au cœur, tue sur le champ le blessé. Se dégager du rocher, c'était couler à fond. Les bœufs, atteints par l'eau dans la cale, commençaient à mugir. Clubin commanda « La chaloupe à la mer !» Imbrancam et Tangrouille se précipitèrent et défirent les amarres. Le reste de l'équipage regardait, pétrifié. « Tous à la manœuvre !» cria Clubin. Cette fois, tous obéirent. Clubin, impassible, continua dans cette vieille langue de commandement que ne comprendraient pas les marins d'à présent. « À braquer ! Faites une marguerite si le cabestan est entravé. Assez de virages. Amenez. Ne laissez pas se joindre les poulies des francs funins. Affalez. Amenez vivement des deux bouts. Ensemble. Garez qu'elle ne pique. Il y a trop de frottements. Touchez les garants de la caliorne. Attention. » La chaloupe était en mer. Au même instant, les roues de la Durande s'arrêtèrent, la fumée cessa, le fourneau était noyé. Les passagers, glissant le long de l'échelle ou s'accrochant aux manœuvres courantes, se laissèrent tomber dans la chaloupe plus qu'ils n'y descendirent. Imbrancam enleva le touriste évanoui, le porta dans la chaloupe, puis remonta dans le navire. Les matelots se ruaient à la suite des passagers. Le mousse avait roulé sous les pieds. On marchait sur l'enfant. Imbrancam barra le passage. « Personne avant le moco !» dit-il. Il écarta de ses 2 bras noirs les matelots, saisit le mousse et le tendit au passager guernesiais qui, debout dans la chaloupe, reçut l'enfant.
Le mousse sauvé, Imbrancam se rangea et dit aux autres « Passez ». Cependant, Clubin était allé à sa cabine et avait fait un paquet des papiers du bord et des instruments. Il ôta la boussole de l'habitacle. Il remit les papiers et les instruments à Imbrancam et la boussole à Tangrouille, et leur dit « Descendez dans la chaloupe ». Ils descendirent. L'équipage les avait précédés. La chaloupe était pleine. Le flot rasait le bord. « Maintenant !» cria Clubin. « Partez !» Un cri s'éleva de la chaloupe. « Et vous, capitaine ?»« Je reste. » Des gens qui naufragent ont peu le temps de délibérer et encore moins le temps de s'attendrir. Cependant, ceux qui étaient dans la chaloupe et relativement en sûreté eurent une émotion qui n'était pas pour eux-mêmes. Toutes les voix insistèrent en même temps. « Venez avec nous, capitaine !»« Je reste. » Le guernesiais, qui était au fait de la mer, répliqua. « Capitaine, écoutez, vous êtes échoué sur les Hanois. À la nage, on n'a qu'1 mille à faire pour gagner Plainmont. Mais en barque, on ne peut aborder qu'à la Roquenne, et c'est 2 milles. Il y a des brisants et du brouillard. Cette chaloupe n'arrivera pas à la Roquenne avant 2 heures d'ici. Il fera nuit noire, la marée monte, le vent fraîchit. Une bourrasque est proche. Nous ne demandons pas mieux que de revenir vous chercher, mais si le gros temps éclate, nous ne pourrons pas. Vous êtes perdus si vous demeurez. Venez avec nous. » Le Parisien intervint. « La chaloupe est pleine, et trop pleine, c'est vrai, et un homme de plus, ce sera un homme de trop. Mais nous sommes 13, c'est mauvais pour la barque, et il vaut encore mieux la surcharger d'un homme que d'un chiffre. Venez, capitaine. » Tangrouille ajouta. « Tout est de ma faute, et pas de la vôtre. Ce n'est pas juste que vous demeuriez. »« Je reste, » dit Clubin. « Le navire sera dépecé par la tempête cette nuit. Je ne le quitterai pas. Quand le navire est perdu, le capitaine est mort. On dira de moi, il a fait son devoir jusqu'au bout. Tangrouille, je vous pardonne. » Et, croisant les bras, il cria. « Attention au commandement. Largue en bande l'amarre. Partez. » La chaloupe s'ébranla. Imbrancam avait saisi le gouvernail. Toutes les mains qui ne ramaient pas s'élevèrent vers le capitaine. Toutes les bouches crièrent « Hurrah pour le capitaine Clubin !»« Voilà un admirable homme, » dit l'Américain. « Monsieur, » répondit le guernesiais, « c'est le plus honnête homme de toute la mer. » Tangrouille pleurait. « Si j'avais eu du cœur, » murmura-t-il à demi-voix, « je serais demeuré avec lui. » La chaloupe s'enfonça dans le brouillard et s'effaça. On ne vit plus rien. Le frappement des rames décrut et s'évanouit. Clubin resta seul. Chapitre 6. Un intérieur d'abîme éclairé. Quand cet homme se vit sur ce rocher, sous ce nuage, au milieu de cette eau, loin de tout contact vivant, loin de tout bruit humain, laissé pour mort, seul entre la mer qui montait et la nuit qui venait, il eut une joie profonde. Il avait réussi. Il tenait son rêve. La lettre de change à longue échéance qu'il avait tirée sur la destinée lui était payée. Pour lui, être abandonné, c'était être délivré. Il était sur les Hanois, à 1 mille de la terre. Il avait 75 000 francs. Jamais plus avant naufrage n'avait été accompli. Rien n'avait manqué. Il est vrai que tout avait été prévu. Clubin, dès sa jeunesse, avait eu une idée. Mettre l'honnêteté comme enjeu dans la roulette de la vie, passer pour homme probe et partir de là, attendre sa belle, laisser la martingale s'enfler, trouver le joint, deviner le moment. Ne pas tâtonner, saisir. Faire un coup et n'en faire qu'un, finir par une rafle, laisser derrière lui les imbéciles. Il entendait réussir en une fois ce que les escrocs bêtes manquent 20 fois de suite, et tandis qu'ils aboutissent à la potence, aboutir, lui, à la fortune. Rantaine rencontré avait été son trait de lumière. Il avait immédiatement construit son plan. Faire rendre gorge à Rantaine. Quant à ses révélations possibles,
les frapper de nullité en disparaissant, passer pour mort, la meilleure des disparitions. Pour cela, perdre la Durande. Ce naufrage était nécessaire. Par-dessus le marché, s'en aller en laissant une bonne renommée, ce qui faisait de toute son existence un chef-d'œuvre. Qui eût vu Clubin dans ce naufrage eût cru voir un démon heureux. Il avait vécu toute sa vie pour cette minute-là. Toute sa personne exprima ce mot. Enfin! Une sérénité épouvantable blêmit sur ce front obscur. Son œil terne et au fond duquel on croyait voir une cloison devint profond et terrible. L'embrasement intérieur de cette âme s'y réverbéra. Le fort intérieur a, comme la nature externe, sa tension électrique. Une idée est un météore. À l'instant du succès, les méditations amoncelées qui l'ont préparé s'entr'ouvrent, et il en jaillit une étincelle. Avoir en soi la serre du mal et sentir une proie dedans, c'est un bonheur qui a son rayonnement. Une mauvaise pensée qui triomphe illumine un visage. De certaines combinaisons réussies, de certains buts atteints, de certaines félicités féroces, font apparaître et disparaître dans les yeux des hommes de lugubres épanouissements lumineux. C'est de l'orage joyeux, c'est de l'aurore menaçante. Cela sort de la conscience, devenue ombre et nuée. Il éclaira dans cette prunelle. Cet éclair ne ressemblait à rien de ce qu'on peut voir luire là-haut, ni ici-bas. Le coquin comprimé qui était en Clubin fit explosion. Clubin regarda l'obscurité immense et ne put retenir un éclat de rire bas et sinistre. Il était donc libre, il était donc riche. Son inconnu se dégageait enfin. Il résolvait son problème. Clubin avait du temps devant lui. La marée montait et par conséquent soutenait la Durande, qu'elle finirait même par soulever. Le navire adhérait solidement à l'écueil. Nul danger de sombrer. En outre, il fallait laisser à la chaloupe le temps de s'éloigner, de se perdre peut-être. Clubin l'espérait. Debout sur la Durande, naufragé, il croisa les bras, savourant cet abandon dans les ténèbres. L'hypocrisie avait pesé 30 ans sur cet homme. Il était le mal et s'était accouplé à la probité. Il haïssait la vertu d'une haine de mal marié. Il avait toujours eu une préméditation scélérate. Depuis qu'il avait l'âge d'homme, il portait cette armature rigide, l'apparence. Il était monstre en dessous. Il vivait dans une peau d'homme de bien avec un cœur de bandit. Il était le pirate doucereux. Il était le prisonnier de l'honnêteté. Il était enfermé dans cette boîte de momie, l'innocence. Il avait sur le dos des ailes d'ange, écrasantes pour un gredin. Il était surchargé d'estime publique. Passer pour honnête homme, c'est dur. Maintenir toujours cela en équilibre, penser mal et parler bien, quel labeur! Il avait été le fantôme de la droiture, étant le spectre du crime. Ce contresens avait été sa destinée. Il lui avait fallu faire bonne contenance, rester présentable, écumer au-dessous du niveau, sourire ses grincements de dents. La vertu, pour lui, c'était la chose qui étouffe. Il avait passé sa vie à avoir envie de mordre cette main sur sa bouche. Et voulant la mordre, il avait dû la baiser. Avoir menti, c'est avoir souffert. Un hypocrite est un patient dans la double acception du mot. Il calcule un triomphe et endure un supplice. La préméditation indéfinie d'un mauvais coup, accompagnée et dosée d'austérité, l'infamie intérieure assaisonnée d'excellente renommée, donner continuellement le change, n'être jamais soi, faire illusion, c'est une fatigue. Avec tout ce noir qu'on broie en son cerveau, composé de la candeur, vouloir dévorer ceux qui vous vénèrent, être caressant, se retenir, se réprimer, toujours être sur le qui-vive, se guetter sans cesse, donner bonne mine à son crime latent, faire sortir sa difformité en beauté, se fabriquer une perfection avec sa méchanceté, chatouiller du poignard, sucrer le poison, veiller sur la rondeur de son geste
et sur la musique de sa voix, ne pas avoir son regard, rien n'est plus difficile, rien n'est plus douloureux. L'odieux de l'hypocrisie commence obscurément dans l'hypocrite. Boire perpétuellement son imposture est une nausée. La douceur que la ruse donne à la scélératesse répugne au scélérat, continuellement forcé d'avoir ce mélange dans la bouche. Et il y a des instants de haut le cœur où l'hypocrite est sur le point de vomir sa pensée. Ravaler cette salive est horrible. Ajoutez à cela le profond orgueil. Il existe des minutes bizarres où l'hypocrite s'estime. Il y a un moi démesuré dans le fourbe. Le ver a le même glissement que le dragon et le même redressement. Le traître n'est autre chose qu'un despote, gêné, qui ne peut faire sa volonté qu'en se résignant au deuxième rôle. C'est de la petitesse capable d'énormité. L'hypocrite est un titan nain. Clubin se figurait de bonne foi qu'il avait été opprimé. De quel droit n'était-il pas né riche ? Il n'aurait pas mieux demandé que d'avoir de ses père et mère 100 000 livres de rente. Pourquoi ne les avait-il pas ? Ce n'était pas sa faute, à lui. Pourquoi, en ne lui donnant pas toutes les jouissances de la vie, le forçait-on à travailler, c'est-à-dire à tromper, à trahir, à détruire ? Pourquoi, de cette façon, l'avait-on condamné à cette torture de flatter, de ramper, de complaire, de se faire aimer et respecter, et d'avoir jour et nuit sur la face un autre visage que le sien ? Dissimuler est une violence subie. On hait devant qui l'on ment. Enfin l'heure avait sonné. Clubin se vengeait. De qui ? De tous et de tout. Le Thierry ne lui avait fait que du bien. Grief de plus. Il se vengeait de Le Thierry. Il se vengeait de tous ceux devant lesquels il s'était contraint. Il prenait sa revanche. Quiconque avait pensé du bien de lui était son ennemi. Il avait été le captif de cet homme-là. Clubin était en liberté. Sa sortie était faite. Il était hors des hommes. Ce qu'on prendrait pour sa mort était sa vie. Il allait commencer. Le vrai Clubin dépouillait le faux. D'un coup, il avait tout dissous. Il avait poussé du pied Rantaine dans l'espace, le Thierry dans la ruine, la justice humaine dans la nuit, l'opinion dans l'erreur, l'humanité entière hors de lui, Clubin. Il venait d'éliminer le monde. Quant à Dieu, ce mot de 4 lettres l'occupait peu. Il avait passé pour religieux. Eh bien, après ? Il y a des cavernes dans l'hypocrite, ou, pour mieux dire, l'hypocrite entier est une caverne. Quand Clubin se trouva seul, son antre s'ouvrit. Il eut un instant de délice. Il aéra son âme. Il respira son crime à pleine poitrine. Le fond du mal devint visible sur ce visage. Clubin s'épanouit. En ce moment, le regard de Rantaine, à côté du sien, eût semblé le regard d'un enfant nouveau-né. L'arrachement du masque. Quelle délivrance! Sa conscience jouit de se voir hideusement nu et de prendre librement un bain ignoble dans le mal. La contrainte d'un long respect humain finit par inspirer un goût forcené pour l'impudeur. On en arrive à une certaine lascivité dans la scélératesse. Il existe, dans ces effrayantes profondeurs morales si peu sondées, on ne sait quel étalage atroce et agréable qui est l'obscénité du crime. La fadeur de la fausse bonne renommée met en appétit de honte. On dédaigne tant les hommes qu'on voudrait en être méprisé. Il y a de l'ennui à être estimé. On admire les coudées franches de la dégradation. On regarde avec convoitise la turpitude, si à l'aise dans l'ignominie. Les yeux baissés de force ont souvent de ces échappées obliques. Rien n'est plus près de Messaline que Marie à la coque. Voyez la Cadière et la religieuse de Louviers. Clubin, lui aussi, avait vécu sous le voile. L'effronterie avait toujours été son ambition. Il enviait la fille publique et le front de bronze de l'opprobe accepté. Il se sentait plus fille publique qu'elle et avait le dégoût de passer pour vierge. Il avait été le Tantale du cynisme. Enfin, sur ce rocher, dans cette solitude,
il pouvait être franc. Il l'était. Se sentir sincèrement abominable, quelle volupté! Toutes les extases possibles à l'enfer, Clubin les eut dans cette minute. Les arrérages de la dissimulation lui furent soldés. L'hypocrisie est une avance. Satan le remboursa. Clubin se donna l'ivresse d'être effronté, les hommes ayant disparu, et n'ayant plus là que le ciel. Il se dit « Je suis un gueux !» et fut content. Jamais rien de pareil ne s'était passé dans une conscience humaine. L'éruption d'un hypocrite, nulle ouverture de cratère n'est comparable à cela. Il était charmé qu'il n'y eût là personne, et il n'eût pas été fâché qu'il y eût quelqu'un. Il eût joui d'être effroyable devant témoin. Il eût été heureux de dire en face au genre humain « Tu es idiot !» L'absence des hommes assurait son triomphe, mais le diminuait. Il n'avait que lui pour spectateur de sa gloire. Être au carcan a son charme, tout le monde voit que vous êtes infâme. Forcer la foule à vous examiner, c'est faire acte de puissance. Un galérien debout sur un tréteau dans le carrefour avec le collier de fer au cou est le despote de tous les regards qu'il contraint de se tourner vers lui. Dans cet échafaud, il y a du piédestal. Être un centre de convergence pour l'attention universelle, quel plus beau triomphe! Obliger au regard la prunelle publique, c'est une des formes de la suprématie. Pour ceux dont le mal est l'idéal, l'opprobre est une auréole. On domine de là, on est en haut de quelque chose, on s'y étale souverainement. Un poteau que l'univers voit n'est pas sans quelque analogie avec un trône. Être exposé, c'est être contemplé. Un mauvais règne a évidemment des joies de pilori. Néron incendiant Rome, Louis XIV prenant en traître le Palatinat, le régent Georges tuant lentement Napoléon, Nicolas assassinant la Pologne à la face de la civilisation, devaient éprouver quelque chose de la volupté que rêvait Clubin. L'immensité du mépris fait au méprisé l'effet d'une grandeur. Être démasqué est un échec, mais se démasquer est une victoire. C'est de l'ivresse, c'est de l'imprudence insolente et satisfaite. C'est une nudité éperdue qui insulte tout devant elle. Suprême bonheur. Ces idées dans un hypocrite semblent une contradiction, et n'en sont pas une. Toute l'infamie est conséquente. Le miel est fiel. Escobar confine au marquis de Sade. Preuve, Léotade. L'hypocrite, étant le méchant complet, a en lui les deux pôles de la perversité. Il est d'un côté prêtre et de l'autre courtisane. Son sexe de démon est double. L'hypocrite est l'épouvantable hermaphrodite du mal. Il se féconde seul. Il s'engendre et se transforme lui-même. Le voulez-vous charmant? Regardez-le. Le voulez-vous horrible? Retournez-le. Clubin avait en lui toute cette ombre d'idées confuses. Il les percevait peu, mais il en jouissait beaucoup. Un passage de flamèche de l'enfer qu'on verrait dans la nuit, c'était la succession des pensées de cette âme. Clubin resta ainsi quelque temps rêveur. Il regardait son honnêteté de l'air dont le serpent regarde sa vieille peau. Tout le monde avait cru à cette honnêteté, même un peu lui. Il eut un second éclat de rire. On l'allait croire mort, et il était riche. On l'allait croire perdu, et il était sauvé. Quel bon tour joué à la bêtise universelle! Et dans cette bêtise universelle, il y avait Rantaine. Clubin songeait à Rantaine avec un dédain sans borne. Dédain de la fouine pour le tigre. Cette fugue, manquée par Rantaine, il la réussissait, lui, Clubin. Rantaine s'en allait penaud, et Clubin disparaissait triomphant. Il s'était substitué à Rantaine dans le lit de sa mauvaise action, et c'était lui, Clubin, qui avait la bonne fortune. Quant à l'avenir, il n'avait pas de plan bien arrêté. Il avait dans la boîte de fer enfermée dans sa ceinture ses 3 bank-notes. Cette certitude lui suffisait. Il changerait de nom. Il y a des pays où 60 000 francs en valent 600 000.
Ce ne serait pas une mauvaise solution que d'aller dans un de ces coins-là vivre honnêtement avec l'argent repris à ce voleur de Rantaine. Spéculer, entrer dans le grand négoce, grossir son capital, devenir sérieusement millionnaire, cela non plus ne serait point mal. Par exemple, à Costa Rica, comme c'était le commencement du grand commerce du café, il y avait des tonnes d'or à gagner. On verrait. Peu importait d'ailleurs. Il avait le temps d'y songer. Pour le moment, le difficile était fait. Dépouiller Rantaine, disparaître avec la Durande, c'était la grosse affaire. Elle était accomplie. Le reste était simple. Nul obstacle possible désormais. Rien à craindre. Rien ne pouvait survenir. Il allait atteindre la côte à la nage. À la nuit, il aborderait à plein mont. Il escaladerait la falaise. Il irait droit à la maison visionnée. Il y entrerait sans peine au moyen de sa corde à nœuds cachée d'avance dans un trou de rocher. Il trouverait dans la maison visionnée son sac-valise contenant des vêtements secs et des vivres. Là, il pourrait attendre. Il était renseigné. 8 jours ne se passeraient pas sans que des contrebandiers d'Espagne, Blasquito probablement, touchassent à Pleinmont. Pour quelques guinées, il se ferait transporter non à Torbay, comme il l'avait dit à Blasco pour dérouter les conjectures et donner le change, mais à Passage ou à Bilbao. De là, il gagnerait la Veracruz ou la Nouvelle-Orléans. Du reste, le moment était venu de se jeter à la mer. La chaloupe était loin. 1 heure de nage n'était rien pour Clubin. 1 mille seulement le séparait de la terre, puisqu'il était sur les Hanois. À ce point de la rêverie de Clubin, une déchirure se fit dans le brouillard. Le formidable rocher Douvres apparut. Chapitre 7. L'inattendu intervient. Clubin, hagard, regarda. C'était bien l'épouvantable écueil isolé. Impossible de se méprendre sur cette silhouette difforme. Les 2 Douvres jumelles se dressaient, hideusement, laissant voir entre elles, comme un piège, leur défilé. On eût dit le coupe-gorge de l'océan. Elles étaient tout près. De brouillard les avait cachées, comme un complice. Clubin, dans le brouillard, avait fait fausse route. Malgré toute son attention, il lui était arrivé ce qui arriva à 2 grands navigateurs, à Gonzalez, qui découvrit le cap Blanc, et à Fernandez, qui découvrit le cap Vert. La brume l'avait égaré. Elle lui avait paru excellente pour l'exécution de son projet, mais elle avait ses périls. Clubin avait dévié à l'ouest et s'était trompé. Le passager guernesiais, en croyant reconnaître les Hanois, avait déterminé le coup de barre final. Clubin avait cru se jeter sur les Hanois. La Durande, crevée par un des bas-fonds de recueil, n'était séparée des 2 Douvres que de quelques encablures. À 200 brasses plus loin, on apercevait un massif cube de granit. On distinguait sur les pans escarpés de cette roche quelques stries et quelques reliefs pour l'escalade. Les coins rectilignes de ces rudes murailles à angle droit faisaient pressentir au sommet un plateau. C'était l'Homme. La roche l'Homme s'élevait plus haut encore que les roches Douvres. Sa plateforme dominait leur double pointe inaccessible. Cette plateforme, croulant par les bords, avait un entablement, et on ne sait quelle régularité sculpturale. On ne pouvait rien rêver de plus désolé et de plus funeste. Les larmes du large venaient plisser leurs nappes tranquilles aux faces carrées de cet énorme tronçon noir, sorte de piédestal pour les spectres immenses de la mer et de la nuit. Tout cet ensemble était stagnant. À peine un souffle dans l'air, à peine une ride sur la vague. On devinait, sous cette surface muette de l'eau, la vaste vie noyée des profondeurs. Clubin avait souvent vu l'écueil Douvres de loin. Il se convainquit que c'était bien là qu'il était. Il ne pouvait douter. Changement brusque et hideux. Les Douvres, au lieu des Hanois, au lieu d'1 mille, 5 lieues de mer. 5 lieues de mer. L'impossible. La roche Douvres, pour le naufragé solitaire, c'est la présence,
visible et palpable, du dernier moment. Défense d'atteindre la terre. Clubin frissonna. Il s'était mis lui-même dans la gueule de l'ombre. Pas d'autre refuge que le rocher L'Homme. Il était probable que la tempête surviendrait dans la nuit et que la chaloupe de la Durande, surchargée, chavirerait. Aucun avis du naufrage n'arriverait à terre. On ne saurait même pas que Clubin avait été laissé sur l'écueil Douvres. Pas d'autre perspective que la mort de froid et de faim. Ses 75 000 francs ne lui donneraient pas une bouchée de pain. Tout ce qu'il avait échafaudé aboutissait à cette embûche. Il était l'architecte laborieux de sa catastrophe. Nulle ressource, nul salut possible. Le triomphe se faisait précipice. Au lieu de la délivrance, la capture. Au lieu du long avenir prospère, l'agonie. En un clin d'œil, le temps qu'un éclair passe, toute sa construction avait croulé. Le paradis rêvé par ce démon avait repris sa vraie figure. Le sépulcre. Cependant, le vent s'était élevé. Le brouillard, secoué, troué, arraché, s'en allait pêle-mêle sur l'horizon en grands morceaux informes. Toute la mer reparut. Les bœufs, de plus en plus envahis par l'eau, continuaient de beugler dans la cale. La nuit approchait, probablement la tempête. La Durande, peu à peu renflouée par la mer montante, oscillait de droite à gauche, puis de gauche à droite, et commençait à tourner sur l'écueil comme sur un pivot. On pouvait pressentir le moment où une lame l'arracherait et la roulerait à volo. Il y avait moins d'obscurité qu'au moment du naufrage. Quoique l'heure fût plus avancée, on voyait plus clair. Le brouillard, en s'en allant, avait emporté une partie de l'ombre. L'ouest était dégagé de toute nuée. Le crépuscule a un grand ciel blanc. Cette vaste lueur éclairait la mer. La Durande était échouée en plan incliné de la poupe à la proue. Clubin monta sur l'arrière du navire, qui était presque hors de l'eau. Il attacha sur l'horizon son œil fixe. Le propre de l'hypocrisie, c'est d'être âpre à l'espérance. L'hypocrite est celui qui attend. L'hypocrisie n'est autre chose qu'une espérance horrible. Et le fond de ce mensonge-là est fait avec cette vertu, devenue vice. Chose étrange à dire, il y a de la confiance dans l'hypocrisie. L'hypocrite se confie à on ne sait quoi d'indifférent dans l'inconnu, qui permet le mal. Clubin regardait l'étendue. La situation était désespérée. Cette âme sinistre ne l'était point. Il se disait qu'après ce long brouillard, les navires restés sous la brume en panne ou à l'ancre allaient reprendre leur course, et que peut-être il en passerait quelqu'un à l'horizon. Et en effet, une voile surgit. Elle venait de l'est et allait à l'ouest. En approchant, la complication du navire se dessina. Il n'avait qu'un mât, et il était gréé en goélette. Le beaupré était presque horizontal. C'était un coutre. Avant une demi-heure, il côtoierait d'assez près l'écueil Douvres. Clubin se dit « Je suis sauvé ». Dans une minute comme celle où il était, on ne pense d'abord qu'à la vie. Ce coutre était peut-être étranger. Qui sait si ce n'était pas un des navires contrebandiers allant à Pleinmont? Qui sait si ce n'était pas Blasquito lui-même? En ce cas, non seulement la vie serait sauve, mais la fortune. Et la rencontre de l'écueil Douvres, en hâtant la conclusion, en supprimant l'attente dans la maison visionnée, en dénouant en pleine mer l'aventure, aurait été un incident heureux. Toute la certitude de la réussite rentra frénétiquement dans ce sombre esprit. C'est une chose étrange que la facilité avec laquelle les coquins croient que le succès leur est dû. Il n'y avait qu'une chose à faire. La Durande, engagée dans les rochers, mêlait sa silhouette à la leur, se confondait avec leur dentelure où elle n'était qu'un linéament de plus, y était indistincte et perdue, et ne suffirait pas, dans le peu de jours qui restaient, pour attirer l'attention du navire qui allait passer. Mais une figure humaine se dessinant en noir sur la blancheur crépusculaire, debout sur le plateau du rocher L'Homme et faisant des signaux de détresse, serait sans nul doute aperçue.
On enverrait une embarcation pour recueillir le naufragé. Le rocher L'Homme n'était qu'à 200 brasses. L'atteindre à la nage était simple, l'escalader était facile. Il n'y avait pas une minute à perdre. L'avant de la Durande était dans la roche. C'était du haut de l'arrière et du point même où était Clubin qu'il fallait se jeter à la nage. Il commença par mouiller une sonde et reconnut qu'il y avait sous l'arrière beaucoup de fond. Les coquillages microscopiques de foraminifères et de polycystinés que le suif rapporta étaient intacts, ce qui indiquait qu'il y avait là de très creuses caves de roches où l'eau, quelle que fût l'agitation de la surface, était toujours tranquille. Il se déshabilla, laissant ses vêtements sur le pont. Des vêtements, il en trouverait sur le coutre. Il ne garda que la ceinture de cuir. Quand il fut nu, il porta la main à cette ceinture, la reboucla, y palpa la boîte de fer, étudia rapidement du regard la direction qu'il aurait à suivre à travers les brisants et les vagues pour gagner le rocher L'Homme. Puis, se précipitant la tête la première, il plongea. Comme il tombait de haut, il plongea profondément. Il entra très avant sous l'eau, atteignit le fond, le toucha, côtoya un moment les roches sous-marines, puis donna une secousse pour remonter à la surface. En ce moment, il se sentit saisir par le pied. Merci pour votre écoute. Suite lors du prochain épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.